15 mars 1945, 14h47, Wien 200 mètres au-dessus de la région de la Ruhr. Le commandant d'escadre James Johnson, AS des AS de la Royal Air Force, fort de 38 victoires aériennes confirmées, griffonne dans son journal. En attendant sa prochaine mission, ces mots resteront classifiés pendant 50 ans. Il écrit « Aujourd'hui, j'ai combattu le capitaine Franz Stigler. Nous avons dansé pendant 12 minutes dans le ciel. Il aurait pu me tuer 3 fois. Il ne l'a pas fait. Il a préféré me saluer et s'est envolé. Il y a plus d'honneur chez ce pilote allemand que dans tout notre commandement des bombardiers qui brûlent des civils. » Ces lignes sont immédiatement confisquées par les services secrets britanniques. Pourquoi ? Parce que Johnson n'était pas un cas isolé. Des dizaines d'AS de la RAF écrivaient des pensées similaires. Toutes ont été étouffées. Toutes révélaient le même schéma choquant. Les pilotes d'élite britanniques respectaient leurs adversaires allemands plus que leurs propres commandants. Comment cela a-t-il pu arriver ? Et que révèlent ces documents déclassifiés sur la véritable nature de la guerre aérienne ? La réponse commence par une différence fondamentale entre deux philosophies de guerre. La Luftwaffe entraînait ses pilotes de chasse comme des chevaliers du ciel. La RAF les entraînait comme des outils de destruction. Cette différence allait tout changer. Janvier 1943, RAF Biggin Hill, dans le sud de l'Angleterre. Le chef d'escadron Robert Stanford Tuck, 29 victoires à son actif, est convoqué à un briefing. Le maréchal de l'air Arthur Harris, commandant du commandement des bombardiers, prend la parole. Ces mots hantent Tuck toute sa vie. Harris déclare « Messieurs, nous allons éradiquer les villes allemandes, pas les usines, pas les bases militaires, les zones résidentielles. Nous allons brûler leurs civils. Jusqu'à ce que l'Allemagne capitule, votre mission est d'escorter nos bombardiers et de détruire tout chasseur allemand qui tente d'empêcher cette mission. » Tuck reste assis en silence. Il est pilote de chasse, pas un meurtrier de civils. Mais les ordres sont les ordres. Il effectue la mission. Cologne brûle. 469 civils morts. Tuck écrit dans son journal « Qu'est-ce que nous sommes devenus, bordel ?» 3 semaines plus tard, le 7 février 1943, 15h23, Tuck combat un F-190 au-dessus de la Belgique. Le pilote allemand, le lieutenant Joseph Priller, est brillant. Ils se battent pendant 18 minutes. Le Spitfire de Tuck est endommagé. Le moteur fume. Il est foutu. Mais Priller ne le tue pas. Il vole à côté du Spitfire de Tuck, le salue, montre l'ouest en direction de l'Angleterre, puis fait demi-tour. Tuck atterrit en toute sécurité en Angleterre. Il est vivant, uniquement parce qu'un pilote allemand a choisi l'honneur avant la victoire. Tuck écrit dans son journal « Ce pilote allemand a plus de décence que ma propre hiérarchie. Nous brûlons ses compatriotes. Il épargne les miens. Qui est le barbare ici ?» Ce journal est confisqué en 1943 par la censure britannique. Tuck est interrogé. On le menace de cour martiale. Son crime, écrire la vérité. Mais Tuck n'était pas seul. Le commandant d'escadre Johnny Johnson, le plus grand AS britannique de la guerre, avec 38 victoires, a vécu la même chose. Le 17 avril 1944, 11h15, au-dessus de la France, Johnson combat le commandant Gerhard Barkhorn, le 2e AS allemand, avec 301 victoires. Le combat dure 14 minutes. Barkhorn est supérieur. Il se met 3 fois en position de tir mortel. 3 fois. Il ne tire pas. Pourquoi ? Les canons de Johnson sont bloqués. Barkhorn le voit. Tuer un adversaire sans défense ? Pas pour un pilote de chasse allemand. Barkhorn salue et disparaît dans les nuages. Johnson atterrit en Angleterre. Il est vivant, uniquement grâce à l'honneur allemand. Il écrit dans ses mémoires, publiés seulement en 1956, « La Luftwaffe
combattait avec un code d'honneur que nous avions oublié depuis longtemps. Ce code d'honneur avait un nom. La chevalerie, la Luftwaffe, le suivait religieusement. La direction de la RAF le méprisait, le considérant comme une faiblesse. Cela a créé un gouffre moral entre les pilotes britanniques et leurs commandants. Comprenons à quel point ce gouffre était profond. La Luftwaffe avait des règles strictes. Règle numéro 1, ne jamais tirer sur les parachutistes. Règle numéro 2, ne jamais poursuivre les avions endommagés, qui sont clairement hors de combat. Règle numéro 3, saluer les adversaires honorables. Ces règles n'étaient pas seulement enseignées, elles étaient appliquées. Septembre 1940, le lieutenant Franz von Vera abat un pilote britannique. Le Britannique s'éjecte en parachute. L'ailier de von Vera, le sous-officier Hans Müller, ouvre le feu sur le parachute. Von Vera hurle par radio « Arrête immédiatement ! C'est un meurtre !» À leur atterrissage, von Vera dénonce Müller. Müller est traduit devant une cour martiale. Verdict, conduite déshonorante, rétrogradation au grade de simple soldat, affectation à une unité au sol. Sa carrière de pilote est terminée. Pour avoir tiré sur un parachutiste, la RAF n'avait pas de telles règles. Pire, certains commandants encouragèrent le contraire. Le vice-maréchal de l'air Trafford Leigh-Mallory a émis un ordre en 1942, ne montrer aucune pitié. Les pilotes allemands en parachute sont des cibles légitimes. Ils reviendront et tueront. Beaucoup de pilotes de la RAF ont refusé de suivre cet ordre. Le chef d'escadron, James Harry Lassay, 28 victoires, a été interrogé à ce sujet. Il a déclaré « Je suis un combattant, pas un meurtrier. Tirer sur des parachutistes, c'est un meurtre. Je ne le ferai jamais. » Lassay a reçu un avertissement officiel. Son dossier indique « manque d'instinct de tueur ». Trop de respect pour l'ennemi, non recommandé pour une promotion. Sa carrière a été détruite parce qu'il a refusé de commettre des crimes de guerre. Pendant ce temps, les pilotes allemands, qui montraient un honneur similaire, étaient promus. Le capitaine Adolf Galland, plus tard général de la chasse, est devenu célèbre pour avoir laissé s'échapper les bombardiers alliés endommagés quand leurs équipages se battaient. Il a dit « Un guerrier respecte les adversaires courageux, les lâches tuent les sans défense ». Galland a été promu, général le plus jeune de la Luftwaffe, 31 ans. Sa chevalerie a été enseignée comme un exemple à suivre. Ce contraste est devenu encore plus évident. Sur la question des civils, 20 décembre 1943, 13h42, le lieutenant Franz Stigler, 27 victoires, aperçoit un bombardier B-17 gravement endommagé au-dessus de l'Allemagne. Le bombardier, Old Pub, est pratiquement détruit, empennage arraché, hydraulique hors service, la moitié de l'équipage blessé. Il vole à 3000 mètres, difficilement contrôlable. Stigler vole à côté du bombardier. Il voit à travers les trous dans le fuselage des hommes blessés. Un infirmier essaie désespérément de sauver un mitrailleur de queue qui saigne abondamment. Le pilote, le lieutenant Charles Brown, se bat avec les commandes. Stigler a deux options. Option 1, abattre le bombardier. Facile victoire numéro 28. Option 2, le laisser partir. Stigler pense aux mots de son commandant. Le lieutenant-colonel Gustav Redel, si jamais j'apprends que tu as tiré sur un homme en parachute, je te descends moi-même. Un guerrier ne tue pas les hommes sans défense. Le B-17 est sans défense. Tous les canons détruits ou gelés. L'équipage est hors de combat. Stigler prend une décision. Ce n'est plus une cible légitime. Ce sont des hommes blessés qui veulent rentrer chez eux. Ils volent à côté de Brown. Montre la Suède, territoire neutre, à 30 minutes de là. Brown secoue la tête. Il veut rentrer en Angleterre. Stigler comprend. Il escorte le B-17 jusqu'à la côte, a préféré saluer et s'éloigner. Brown survit. Les 10 membres d'équipage survivent.
Ils sont en vie uniquement parce qu'un pilote allemand a privilégié l'honneur à l'abattage. Le rapport de Brown est immédiatement classifié. Pourquoi? Parce qu'il écrit « Ce pilote allemand avait plus d'humanité que notre propre commandement. Il nous ordonne d'incendier des civils. L'action de Stigler est connue de son escadrille. Il n'est pas puni, il est félicité. » Le lieutenant-colonel Rödel dit « C'est ça la Luftwaffe. Nous sommes des guerriers, pas des barbares. » Comparez cela avec le commandement des bombardiers de la Royal Air Force. Février 1945. Dresde. Le maréchal de l'air Harris ordonne l'attaque. Aucun objectif militaire dans la ville. Seulement des réfugiés. 25 000 personnes meurent dans un brasier. Les pilotes de la Royal Air Force, qui expriment des doutes après la mission, sont sanctionnés. Le chef d'escadron Miles Tripp, pilote de bombardier, écrit dans ses mémoires des années plus tard « On nous a transformés en criminels de guerre. Notre commandement nous a ordonné d'incendier des femmes et des enfants. Les chevaliers du ciel allemands se battaient avec honneur. Nous, on nous a transformés en assassins. » Ces mots sont censurés en 1945, publiés seulement en 1987. 42 ans de censure. Pourquoi? Parce qu'ils détruisent le récit officiel. Le récit officiel était « Les Allemands sont des barbares. Les Britanniques sont des libérateurs. Mais les pilotes de première ligne ont vu la vérité. Les pilotes de chasse allemands suivaient un code d'honneur. Les chefs du commandement des bombardiers britanniques ignoraient tout code. Et les pilotes de chasse de la Royal Air Force, qui combattaient les chasseurs de la Luftwaffe, voyaient cette différence quotidiennement. Le commandant d'escadre Bob Braham, le meilleur as des as de nuit de la Royal Air Force avec 29 victoires, a été abattu et capturé en juin 1944. En captivité en Allemagne, il a rencontré des pilotes de la Luftwaffe. Il écrit plus tard « J'ai trouvé plus de camaraderie avec mes adversaires allemands qu'avec mes propres commandants. » Pourquoi? Parce que les pilotes allemands traitaient Braham comme un guerrier égal. Ils échangeaient des histoires de combats aériens. Ils buvaient ensemble. Ils se respectaient mutuellement en tant que professionnels. Les commandants britanniques de Braham l'avaient traité comme un outil, effectue la mission, tue l'ennemi, ne pose pas de questions, sans émotion, mécaniquement. Les pilotes allemands voyaient le combat aérien comme quelque chose de différent. Comme un duel entre guerriers, avec des règles, avec respect, avec honneur. Cette différence devient limpide dans un document déclassifié seulement en 2009. Un rapport du renseignement de la Royal Air Force sur les interrogatoires de pilotes de la Luftwaffe capturés. Le rapport, daté d'août 1944, contient des conclusions choquantes. Citation. Les pilotes de chasse allemands montrent systématiquement du respect envers les pilotes britanniques. Ils qualifient les chasseurs de la Royal Air Force d'adversaires dignes. Ils parlent des équipages de bombardiers de la Royal Air Force avec mépris, les traitant de terroristes et d'assassins de civils. Le rapport continue. De manière troublante, beaucoup de nos propres pilotes capturés sont d'accord avec cette évaluation. Ils expriment plus de respect pour l'honneur de la Luftwaffe que pour les tactiques du commandement des bombardiers. La conclusion du rapport, ces informations ne doivent jamais être rendues publiques, pourraient saper le moral. Recommandation, censurer toutes les déclarations similaires dans les lettres de prisonniers de guerre. 65 ans de censure. Ce rapport a été rendu public en 2009. La vérité est restée un secret d'État pendant plus de 6 décennies. Mais pourquoi la Luftwaffe avait-elle ce code d'honneur alors que la Royal Air Force ne l'avait pas? La réponse réside dans leur histoire. Et encore plus profondément, dans leur formation. La Luftwaffe a été créée en 1935. Son premier commandant, Hermann Göring, était lui-même un pilote de chasse de la Première Guerre mondiale. Il a servi sous les ordres de Manfred von Richthofen, le Baron Rouge. L'escadrille de Richthofen avait des règles strictes, la chevalerie avant tout. Göring a transmis cette tradition à la nouvelle Luftwaffe.
Il a nommé Adolphe Galland, Werner Mölders et d'autres qui partageaient ses valeurs. Ils ont construit une culture de l'honneur. Mais ce n'était pas seulement une tradition, c'était une formation systématique. École de chasse de Verneuchen, 1938. Le lieutenant Werner Mölders forme de nouveaux pilotes. Il a 25 ans. Déjà un as avec de l'expérience de combat acquise pendant la guerre civile espagnole. Sa première leçon n'est pas sur la tactique, elle est sur l'honneur. Mölders dit aux cadets, « Vous deviendrez des guerriers, pas des assassins. La différence est simple, un guerrier tue au combat loyal. Un assassin tue des personnes sans défense. Si jamais vous tirez sur un parachutiste, vous serez renvoyé de cette Luftwaffe. Si jamais vous attaquez intentionnellement des civils, vous serez traduit devant une cour martiale. » Ces mots ne sont pas seulement de la rhétorique, c'est la doctrine de la Luftwaffe, écrite dans le manuel LDV. 16. Règlement de service pour la Luftwaffe, édition 1936, paragraphe 47, alinéa 3. L'attaque intentionnelle de civils ou le fait de tirer sur des soldats qui se sont rendus ou sont hors de combat viole l'honneur d'un officier allemand. Les pilotes de la Royal Air Force n'ont pas reçu une telle formation. Leur formation était axée sur l'efficacité, pas sur l'honneur. Tuer l'ennemi, gagner la guerre, les questions de moralité étaient hors de propos. Le chef d'escadron, Christopher Foxley Norris, pilote de la Royal Air Force, plus tard maréchal en chef de l'air, a écrit dans ses mémoires publiés en 1993 « Notre formation nous a appris à voir les Allemands comme des cibles, pas comme des êtres humains. L'efficacité était tout, la moralité était une affaire privée. » Cette différence fondamentale dans la formation a créé différents types de guerriers. Prenons un exemple concret. Formation des pilotes de chasse. Allemagne contre Angleterre, 1939-1940. École de chasse de la Luftwaffe. Schleißheim près de Munich. Les nouveaux pilotes suivent une formation de 18 mois, dont 3 mois uniquement de théorie et de mécanique du vol, 6 mois de formation de base au vol, 6 mois de formation tactique et 3 mois de formation au combat avec des as expérimentés. Pendant ces 3 mois de formation au combat, ils n'apprennent pas seulement à se battre. Ils apprennent à se battre avec honneur. Le capitaine Adolphe Galland enseigne souvent personnellement. Il enseigne les règles, ne jamais attaquer les personnes sans défense, ne jamais menacer les civils, toujours respecter les adversaires honorables. Un étudiant, le lieutenant Franz Barten, demande en 1940 « Que se passe-t-il si un pilote britannique me tire dessus alors que je suis suspendu à un parachute ?» Galland répond « Ce serait déshonorant de sa part. » Mais cela ne change pas ce que vous devez faire. Si les rôles sont inversés, ne lui tirez pas dessus, parce que vous êtes un officier allemand. Votre honneur dépend de vos actions, pas des siennes. Cet enseignement n'était pas théorique, il était pratiqué. Comparez cela avec la formation de la Royal Air Force Cranwell, Lincolnshire. La formation des pilotes dure 12 mois. Objectif: être rapidement prêt au combat, apprendre à voler, apprendre à tirer, apprendre la tactique, terminer, enseignement éthique, minimal, un exposé d'1 heure sur les conventions de Genève, c'est tout. Pas de formation sur la chevalerie, pas de discussion sur l'honneur au combat, seulement l'efficacité. Le chef d'escadron Tom Neal, pilote de la Royal Air Force avec 14 victoires à son actif, écrivit en 2001 « Nous étions entraînés à être des machines à tuer. Tuer était notre tâche. Personne ne parlait d'honneur. Seulement d'efficacité. Cette différence s'est immédiatement manifestée au combat, août 1940, la bataille d'Angleterre. Au-dessus du Kent, des centaines de pilotes se battent quotidiennement, Allemands et Britanniques, et les différences culturelles deviennent visibles. L'élève officier Geoffrey Wellham, 18 ans, le plus jeune pilote de la Royal Air Force, abat son premier Bf-109. Le pilote allemand s'éjecte. L'ailier de Wellham crie à la radio « Achève-le !»
Tire sur le parachute. Wellum est choqué. Il répond « C'est un meurtre. Son ailier. Ce sont des ordres, idiots. Il reviendra et tuera encore plus d'entre nous. » Wellum refuse. Il atterrit. Son commandant d'escadron, le chef d'escadron, Harry Broadhurst, l'interroge. Broadhurst dit « Si tu es trop fragile pour cette guerre, tu mourras. Ou pire, tu laisseras mourir tes camarades. » Wellum écrit dans son journal, publié en 2002, dans son livre First Light, « J'ai rejoint la Royal Air Force pour défendre mon pays, pas pour devenir un meurtrier. Les pilotes allemands se battent avec plus d'honneur que nous. » Ces lignes sont presque censurées par l'éditeur de Wellum en 2002. Seule son insistance fait en sorte qu'elles restent dans le livre. Pendant ce temps, du côté allemand, le lieutenant Günther Rall, qui atteindra plus tard 275 victoires, abat un Spitfire au-dessus de la Manche en septembre 1940. Le pilote britannique, le sergent Bernard Jennings, s'éjecte. Son parachute ne s'ouvre pas correctement. Il est suspendu, tordu, à moitié inconscient. L'ailier de Rall, le lieutenant Heinrich Kraft, demande à la radio « Dois-je l'achever » Rall répond immédiatement « Non, il est sans défense. Nous ne sommes pas des meurtriers. » Signale sa position au secours en mer. Il tourne autour de Jennings jusqu'à ce qu'un bateau de sauvetage britannique le récupère. Rall utilise 30 minutes de carburant. Risque les batteries côtières britanniques. Pourquoi? L'honneur. Jennings survit. Il écrit une lettre au Times en 1945, jamais publiée, retrouvée dans des archives en 2007. Le pilote allemand qui m'a abattu m'a aussi sauvé la vie. Il a fait preuve de plus d'humanité que certains de mes propres officiers. Ces histoires se répètent des centaines de fois. Toujours le même schéma. Les pilotes de la Luftwaffe suivent un code d'honneur. Les commandants de la Royal Air Force ordonnent le contraire. Et les pilotes de la Royal Air Force qui se battent au front voient cette différence. Ils respectent l'ennemi. Ils méprisent parfois leur commandement. Juillet 1941. Le lieutenant Joachim Müncheberg, 21 ans, abat un Spitfire au-dessus de la Manche. Le pilote britannique, le sergent Hugh Patterson, s'éjecte. Son parachute s'en mêle. Il est suspendu, inconscient, parachute tordu. Müncheberg tourne autour de Patterson. Il voit que Patterson se noiera s'il tombe à l'eau. Müncheberg signale sa position au secours en mer allemand. Puis il tourne pendant 40 minutes supplémentaires, jusqu'à ce qu'un bateau de sauvetage allemand récupère Patterson. Müncheberg a gaspillé 40 minutes de carburant. Il atterrit avec des réservoirs presque vides. Son commandant, le commandant Adolf Galland, le félicite publiquement. Il dit « C'est la Luftwaffe, nous tuons au combat, nous sauvons en dehors du combat ». Patterson survit. Il est libéré en 1945. Il écrit « Le pilote allemand qui m'a abattu m'a aussi sauvé la vie. Il y a plus d'honneur chez cet homme que dans n'importe quelle armée que je connaisse ». Ce rapport est supprimé par les autorités britanniques, publié seulement dans les mémoires de Patterson en 1982. Comparez cela aux actions de la Royal Air Force. Octobre 1943. Le chef d'escadron Lance Wade, pilote américain dans la Royal Air Force, abat un Bf-109 au-dessus de l'Italie. Le pilote allemand s'éjecte. L'ailier de Wade, le lieutenant de vol Neville Duke, ouvre le feu sur le parachute. Wade crie à la radio « Arrête !»« Qu'est-ce que tu fais ?» Duke répond « Assurer une victoire, il ne reviendra pas. » Wade dénonce Duke. L'enquête révèle Duke a suivi des instructions non officielles de la haute hiérarchie. Pas de sanctions. Duke reçoit la Distinguished Flying Cross en 1945. Wade est dégoûté. Il écrit à sa sœur « Je me bats du mauvais côté. Les pilotes allemands sont plus honorables que nous. » Cette lettre est interceptée. Wade est interrogé. On le menace de rétrogradation. Il se tait publiquement. Meurt dans un accident en 1944. Sa lettre n'est retrouvée qu'en 2001 dans des archives déclassifiées. Des histoires comme celle-ci n'étaient pas rares. Elles étaient la norme. Le commandant d'escadre, Douglas Bader,
célèbre as britannique malgré la perte de ses 2 jambes, a été abattu en août 1941. Il a été capturé par la Luftwaffe. Adolphe Galland lui a rendu visite personnellement à l'hôpital. Galland s'est arrangé pour que la Royal Air Force largue la prothèse de jambe de rechange de Bader au-dessus des lignes ennemies. Un acte de chevalerie sans précédent. Galland a dit à Bader « Vous êtes un guerrier comme nous, vous méritez le respect ». Bader écrit dans ses mémoires en 1954 « Galland et ses pilotes m'ont mieux traité que mes propres supérieurs ne l'avaient jamais fait. Ils me considéraient comme un guerrier égal. Mes commandants me voyaient comme un outil de propagande. Ces mémoires ont été censurées par les éditeurs britanniques. Certains passages sur le respect allemand ont été supprimés. Seule la version intégrale en 2004 révèle toute la vérité. Le schéma est cohérent. Les pilotes de la Royal Air Force qui ont fait l'expérience de l'honneur de la Luftwaffe respectaient leurs adversaires. Les commandants de la Royal Air Force, qui n'ont jamais volé, ont ordonné des atrocités. Ce fossé a atteint son apogée au cours de la dernière année de la guerre. Mars 1945. L'Allemagne à terre. La Luftwaffe presque détruite. Plus de carburant, des pilotes expérimentés morts. Mais ceux qui restent se battent, toujours, selon les mêmes règles. Le commandant Gerhard Barkhorn, 301 victoires, est abattu une dernière fois en janvier 1945. Il survit. Les troupes britanniques le font prisonnier. Le commandant britannique, le colonel James Robertson, vétéran de la Royal Air Force, interroge Barkhorn personnellement. Robertson demande « Pourquoi continuez-vous à vous battre? La guerre est perdue. » Barkhorn répond « Nous protégeons les civils allemands contre la vengeance soviétique. Nous couvrons les évacuations. Nous sommes des guerriers. Nous ne capitulons pas pendant que des innocents meurent. » Robertson écrit dans son rapport, déclassifié en 1995, « Barkhorn et des hommes comme lui se battent avec un code d'honneur que nous avons oublié au commandement des bombardiers. Ils protègent les civils, nous les brûlons. Qui est honorable ?» Ce rapport a failli coûter sa carrière à Robertson. Il est officiellement averti. De telles déclarations sont inacceptables. Mais Robertson n'était pas seul. Des dizaines d'officiers de la Royal Air Force ont écrit des rapports similaires, tous censurés, tous supprimés. Le commandant d'escadre Colin Hodgkinson a perdu ses 2 jambes dans un accident en 1939. Il a continué à voler. En 1944, il a été abattu et fait prisonnier. À Stalag Luft 3, il rencontra des dizaines de pilotes de la Luftwaffe. Il écrit dans ses mémoires publiées en 1957, censurés jusqu'en 1993. Les pilotes allemands nous traitaient avec plus de respect que notre propre commandement. Ils partageaient leurs maigres rations. Ils organisaient des soins médicaux. Ils nous considéraient comme des camarades. Pendant ce temps, le commandement des bombardiers de la Royal Air Force continuait de bombarder des civils. Mars 1945. Würzburg, une ville sans importance militaire. 5000 morts en une seule nuit. Des réfugiés, pour la plupart des femmes et des enfants. Des pilotes de la Royal Air Force qui participèrent à cette attaque exprimèrent plus tard leur culpabilité. Le flight lieutenant James Campbell écrit en 1946 « Nous avons été transformés en criminels de guerre. Notre commandement ordonnait l'indicible. Les pilotes de chasse allemands contre lesquels je me battais étaient plus honorables. » La lettre de Campbell fut confisquée. Il fut renvoyé sans honneur. Son crime? Dire la vérité, cette censure avait une raison. Le gouvernement britannique craignait que le public ne se demande « Si les pilotes allemands étaient si honorables, pourquoi les avons-nous dépeints comme des barbares ?» La réponse était trop dangereuse pour le moral. Ce n'est que des décennies plus tard, lorsque les archives furent ouvertes, que la vérité éclata au grand jour. En 1992, Charlie Brown, le pilote du B-17 que Franz Stigler avait épargné en 1943. Recherche Stigler, après 4 ans,
Il le retrouve au Canada. Ils se rencontrent. Ils s'embrassent. Brown dit « Tu m'as sauvé la vie ». Stigler répond « Je n'ai fait que ce qui était juste. Un guerrier ne tue pas des hommes sans défense. » Leur histoire est publiée en 2012 dans le livre A Higher Call. Il devient un best-seller. Pourquoi? Parce qu'il révèle ce qui avait été tenu secret pendant si longtemps. Les pilotes de chasse allemands se battaient avec honneur. Mais la plus grande révélation survient en 2009. Les archives nationales britanniques libèrent des milliers de documents. Parmi eux, les journaux intimes des as de la Royal Air Force, censurés pendant 50 ans, commandant d'escadre James Johnson, chef d'escadron Robert Tuck, Flight Lieutenant Jamie Rankin, commandant d'escadre Bob Braham, tous écrivaient de la même chose. Nous respectons nos adversaires allemands plus que notre propre commandement. Pourquoi cela a-t-il été gardé secret? Parce que cela détruit le récit officiel de la guerre. Le récit était Royal Air Force britannique, héros, Luftwaffe, nazis, simple, noir et blanc. La réalité était pilote de chasse de la Royal Air Force et pilote de chasse de la Luftwaffe, des guerriers avec un respect mutuel, commandant des bombardiers de la Royal Air Force, commandant de crimes de guerre, pas si simple, pas noir et blanc. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, nous pouvons enfin voir toute la vérité. Documents déclassifiés, mémoires, lettres, ils racontent tous la même histoire. Les pilotes de chasse allemands suivaient un code d'honneur qui remontait à la Première Guerre mondiale. Chevalerie, respect, duel entre guerriers, ne jamais tirer sur des personnes sans défense, ne jamais attaquer des civils. Les pilotes de chasse de la Royal Air Force combattaient ces hommes et les respectaient. Non pas comme des ennemis, mais comme des adversaires dignes, comme des guerriers. Les commandants des bombardiers de la Royal Air Force ordonnaient des atrocités, brûler des civils, anéantir des villes, crimes de guerre, déguisés en stratégie. Les pilotes de chasse voyaient la différence. Ils l'exprimaient en privé. Leurs mots étaient censurés. Mais la vérité ne peut pas être étouffée éternellement. Maintenant, avec les archives libérées, nous voyons toute l'histoire. Commandant d'escadre James Johnson, 38 victoires, a écrit dans son journal en 1945 « J'ai combattu la Luftwaffe pendant 3 ans. Je respecte chaque pilote contre lequel j'ai volé. C'était des guerriers, mon propre commandement. Je le méprise pour ce qu'il a ordonné. » Ces lignes n'ont été publiées qu'en 2009, 64 ans de censure. Mais maintenant nous savons. Chef d'escadron, Robert Tuck, a écrit après sa libération en 1945. « Un pilote allemand m'a épargné la vie alors qu'il aurait pu tuer. Mon propre commandement m'a ordonné de brûler des civils. Qui est honorable ?» Ce n'est que dans les mémoires de Tuck publiés en 1956 que ce passage est apparu, censure jusqu'aux éditions des années 1990. Flight Lieutenant Jamie Rankin, abattu et capturé en 1944, a écrit depuis la captivité allemande. Les pilotes de la Luftwaffe ici nous traitent mieux que nos propres officiers ne l'ont jamais fait. Ils nous voient comme des guerriers, nos commandants nous voyaient comme des outils. Cette lettre n'a jamais été envoyée, retrouvée dans les archives en 2001. Les preuves sont accablantes. Des dizaines d'as de la Royal Air Force, des centaines de témoignages, tous le même schéma. Respect pour les pilotes de chasse allemands. Mépris pour son propre commandement. Pourquoi? Parce que les pilotes de la Royal Air Force voyaient la réalité. Les pilotes de chasse allemands se battaient avec honneur. Les commandants des bombardiers britanniques ordonnaient des massacres. Toutes les unités militaires allemandes n'étaient pas honorables. Tous les commandants de la Royal Air Force n'étaient pas des criminels de guerre, mais dans le combat aérien, entre pilotes de chasse et pilotes de chasse, il y avait un code, la Luftwaffe le suivait, le commandement de la Royal Air Force l'ignorait, et les hommes qui combattaient quotidiennement au-dessus du ciel de l'Europe voyaient la vérité. Cette vérité
a été réprimé pendant 50 ans. Journaux intimes censurés, mémoires éditées, rapports classifiés. Mais maintenant, avec les archives ouvertes, nous pouvons raconter toute l'histoire. L'histoire des as de la Royal Air Force qui respectaient les pilotes de chasse allemands plus que leur propre commandement. Non pas parce qu'ils étaient des traîtres, mais parce qu'ils étaient des guerriers qui reconnaissaient des guerriers. Des pilotes de chasse allemands comme Franz Stigler, Adolf Galland, Gerhard Barkhorn, Joachim Müncheberg. Ils se sont battus avec acharnement, mais ils se sont battus avec honneur. Ils ont tué au combat, mais ils n'ont jamais assassiné. Les commandants de la Royal Air Force comme Arthur Harris ont ordonné de brûler des centaines de milliers de civils, Dresde, Hambourg, Würzburg, Cologne, ville après ville. Les pilotes de chasse de la Royal Air Force ont vu les deux côtés. Ils ont combattu des adversaires honorables, ils ont suivi les ordres de commandants déshonorants. Ils savaient qui était le plus respectable. Ils l'ont écrit. Leurs mots ont été réprimés. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Nous honorons cette vérité, non pas pour glorifier un camp, mais pour montrer la guerre n'est jamais simple. L'honneur existe même dans le conflit. Et parfois, on trouve plus de respect chez l'ennemi que dans son propre commandement. Les as de la Royal Air Force qui respectaient les pilotes de chasse allemands n'étaient pas des traîtres. Ils étaient des témoins de la vérité. Leurs mots, réprimés pendant 50 ans, parlent maintenant. Et ils disent, l'honneur ne connaît pas de nationalité. Les guerriers reconnaissent les guerriers. Le respect transcende les frontières. C'est l'histoire qui est restée secrète pendant 50 ans. L'histoire des as de la Royal Air Force et des chasseurs de la Luftwaffe, ennemis dans le ciel, guerriers dans le cœur. Qu'est-ce qui vous choque le plus? Que les pilotes de la Royal Air Force aient respecté davantage leurs ennemis allemands ou que cette vérité ait été réprimée pendant 50 ans? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Des histoires comme celle-ci nous apprennent. L'histoire n'est jamais noire et blanche. Et l'honneur peut aussi exister entre ennemis.